Salut tout le monde, vous allez bien? Voilà, bah écoutez, comme prévu, hein, aujourd'hui je fais le live concernant les personnalités toxiques. Et donc, bah, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre cette mini-formation, hein. Vous savez que vous n'aurez pas besoin de bouger de la page, de cette page, hein, de la page Facebook. Bonsoir Vanessa, ça va? Tu es hyper réactive à ce que je vois, hein. C'est bien ça. Toujours, toujours là, toujours au taquet, c'est bien, c'est une bonne chose. Comment ça va de ton côté? Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui sont en train de regarder, ah, bonsoir mon Nico, tu vas bien? Voilà, tout le monde est au poste, je vois, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors les amis, n'hésitez pas à partager. Dans 5 minutes commencera un cours sur les personnalités toxiques. Donc si vous pouviez partager, voilà, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Super Vanessa. Ce serait pas mal du tout. Pourquoi? Ben parce que c'est, je pense, un cours qui est plutôt porteur, vous voyez, parce que des personnalités toxiques, on peut en avoir pas mal autour de soi, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la sphère affective. Ben, ils peuvent être tout autour de nous. Et le but du cours aujourd'hui, hein, le but de cette mini-formation, salut Edwin, tu vas bien? Ouais, super. Je m'attendais pas à te voir, génial. Ça me fait plaisir. Bonsoir Fanny. Ça me fait plaisir de te voir aussi Fanny, enfin plutôt de te lire. Et donc ce cours, comme je le disais, c'est un cours qui est, comme vous le savez, une vulgarisation, mais qui va déjà vous permettre peut-être de mettre des mots sur certains types de personnalités, de comprendre un peu comment elles fonctionnent, et puis surtout, ça c'est ce qui m'intéresse, de pouvoir les contrer, évidemment. Pouvoir les contrer, ça c'est très 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 important. Très important. Alors voilà. Je vais déjà effectuer ceci. Alors excusez-moi parce qu'en plus j'ai les messages en off qui arrivent. Donc j'ai un ami qui me dit centre bien ta caméra Dominique, centre bien ta caméra. Vous croyez que ça joue beaucoup, hein, le fait que je centre ma caméra? Vous croyez que ça va changer réellement la donne? Vous croyez que je vais gagner en... Bonjour Madame Trotta, comment allez-vous? Mais ça me fait plaisir de vous voir. Voilà, vous croyez réellement que je vais gagner en crédibilité, Monsieur Mazzoni, parce que je vais centrer ma caméra, hein? Je suis sûr et certain que nos amis vont être centrés et concentrés sur, sur ce que j'ai à leur expliquer. Donc n'oubliez pas, je répète, vous pouvez liker évidemment cette page, vous pouvez liker ce petit cours et tu as tout à y gagner. Alors, vous voyez, parce que moi je suis contrôlé, hein, sur tout ce que je fais, il faut le savoir. Il faut savoir que je suis hyper contrôlé. Bonjour Roxane, tu vas bien? Voilà, donc ça va bientôt démarrer les personnalités toxiques. N'oubliez pas, vous pouvez partager, plus on est de fous, plus on rit. Et donc c'est le moment de ramener un peu sur cette page, de ramener vos amis, c'est peut-être l'occasion de discuter aussi un peu entre vous, de comparer des expériences, etc., etc. Alors, quelle heure est-il? Bon, j'attends encore 2 minutes. J'ai dit que c'était à 30. À 30. Alors oui, ah ben ça commence bien. Voilà, je vois que vous saluez entre vous, mesdames. Voilà. Donc, je répète, dans 2 minutes à peu près, va commencer le cours sur les personnalités toxiques. Et donc, je vous explique un peu la trame. On voit les personnalités toxiques. On va terminer par voilà, une personnalité un peu plus manipulatrice. On va déjà voir aussi des types de manipulateurs. Et puis voilà, vous donner des petits trucs et astuces pour les contrer. Oui, monsieur Mazzoni, oui, vous êtes toxique. Oui, exactement, vous êtes toxique. Vous êtes toxique. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas toxique, mon ami. Vous savez que je vous aime. Vous savez que je vous aime. Et que je prends toujours tous vos conseils en considération. Regardez, depuis le temps que vous m'avez dit d'être centré, je suis centré. Voilà. Donc, encore une fois, c'est
partager ce petit cours. Les gens, bonsoir Nancy, tu vas bien? Ce petit cours, puisque vous n'avez plus à bouger, vous n'avez pas à vous retrouver sur un lien Zoom ou ce genre de choses. Ici, vous pouvez rester tranquille sur la page et suivre ce petit cours et surtout interagir. Alors, encore 1 minute et je commence. Et je vous pose déjà cette question avant de commencer. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu affaire à des personnalités qui sont toxiques, que vous jugez toxiques? Et comment savez-vous qu'elles sont toxiques? Allez-y. J'attends un peu vos réponses. Tout en sachant qu'il y a toujours un décalage. Hein. Sachez-le, j'ai à peu près 10 secondes de décalage entre vos réponses et ce que je viens de dire. Voilà. On y est bientôt. 30. Bah oui. Bah oui, Edwin, je vois que tu lèves les yeux au ciel. Bah, écoute, il y a des personnes qui apparemment ne sont pas en relation avec des personnes toxiques. Hein, voilà. Et il y en a qui ont l'air d'échapper à ça. Bon, les amis, je commence. Alors, salut Isa, tu vas bien? Voilà, alors, personnalité toxique, on commence tout de suite le cours. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions. Je vois directement vos commentaires arriver. Vanessa me dit oui, tellement, il y en a beaucoup. Alors réfléchissez aussi, hein, dans les personnalités toxiques, on peut en avoir malheureusement dans certaines amitiés. Certaines personnes qui n'étaient pas toxiques peuvent le devenir selon le type de situation. Vous pourrez aussi avoir des personnalités toxiques, par exemple, dans le monde professionnel. Voilà. Alors, je commence tout de suite et je vais commencer par un personnage qui n'est pas très compliqué à identifier. Bonjour Marie. Voilà. Oui, quand les personnes nous tirent vers le bas, Marie, c'est ça, des personnes qui ont une tendance à tirer vers le bas, ce peuvent être des personnalités toxiques. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle personnalité toxique? C'est toxique par rapport à vous, par rapport à votre développement. Voilà. Vous savez, c'est comme on dit, l'idiot de l'un n'est pas forcément l'idiot de l'autre. Et donc, ici, la personne toxique pour une personne ne l'est peut-être pas forcément pour l'autre. Mais néanmoins, pour vous, il serait important d'essayer de mettre des mots sur des comportements. Et donc, c'est vraiment le but du cours. Encore une fois, j'insiste, c'est une vulgarisation. Pour ne pas paraître pédant, vulgus veut dire qui est à... Non, je vais pas le dire. Non, c'est pas bon. Non, si je dis ça sur les réseaux sociaux, je vais me faire critiquer. Non, je le ferai pas. N'insistez pas. Alors, je vais continuer. L'égocentrique. L'égocentrique, c'est un personnage, vous entendez, égo. Égo, du latin, c'est je. Je suis ciblé sur moi, je suis centré sur moi. Donc, un égocentrique, en soi, reste centré sur lui-même. Alors, je vous dis déjà un petit mot parce que ça me semble important. Il y a une période dans la vie dans laquelle il est normal d'être centré sur soi, d'être auto-centré. Et cette période, c'est la période de l'enfance. Nicolas qui rigole. C'est la période de l'enfance. Il est tout à fait normal qu'un enfant soit centré. C'est logique. Pourquoi? Parce qu'il est totalement en fusion avec le monde, il a l'impression que tout tourne autour de lui et c'est tout à fait logique. Donc pour l'enfant, je vous dirais entre les 0 et 4 ans, 0 et 5 ans, c'est un peu normal qu'il soit dans son trip et que tout tourne autour de lui. Mais progressivement, quand il sera en âge de rentrer à l'école primaire, eh bien... progressivement, il va bien devoir se rendre compte qu'il n'y a pas que lui, et c'est à ce moment-là où il devra apprendre à composer avec les autres. C'est le moment aussi où il va devoir écouter à l'école, écouter les instructions que les professeurs vont lui donner, et donc de s'ouvrir aux autres et de ne pas être uniquement centré sur lui-même. Ce qui veut dire qu'un personnage égocentrique, c'est quelqu'un qui est resté fixé à une période très archaïque, qui est celle de l'enfance, en réalité. Il n'a pas beaucoup évolué là-dessus. Donc, on le détecte facilement. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité... ce n'est pas une personne qui est en relation avec vous, elle est en relation avec elle-même. Donc, avec un égocentrique, en général, on finit très vite par se sentir seul, parce que
il ne vous écoute pas et ne vous posera pas des questions sur vous. Ce qui l'intéresse, évidemment, c'est de parler de lui. Et donc, mis à part sa petite personnalité, sa petite histoire, il n'y a pas grand-chose qui émanera, qui ressortira de la conversation. Elle vous considère plus comme un outil qu'elle va plutôt utiliser pour agrandir sa confiance, pour agrandir sa propre confiance en elle, tout simplement. Donc l'égocentrique, en général, a besoin des autres. Pourquoi ? Pour se répandre, pour exposer sa personnalité extraordinaire, pour se sentir être quelqu'un. S'il n'y a pas de public, évidemment, l'égocentrique n'existe pas. Il ne peut exister que dans le regard des autres. Ce qui veut dire que pour le contrer, d'une certaine manière, je vous dirais, la meilleure chose, c'est de ne pas prêter attention à son arrogance, ou ne pas prêter attention à ses dires, éviter de rentrer dans son jeu, parce que tout simplement, cette personne aura une tendance à surjouer son côté égocentrique au fur et à mesure que vous lui prêtez de l'attention, clairement. Donc, l'égocentrique est en rupture de communication. Il ne communique pas avec le milieu, avec le monde extérieur, il ne communique qu'avec lui-même, comme un enfant qui est resté centré, sur lui-même et qui a l'impression que tout lui est dû. Donc voilà déjà un premier type de personnage qui peut être toxique, bien évidemment. Est-ce que vous avez des personnes égocentriques autour de vous, des personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes, finalement, qui ne vivent qu'au travers d'elles-mêmes? N'hésitez pas, vous pouvez envoyer, expliquer un peu dans quel cadre vous les avez rencontrés. Alors, je continue, le temps que vous répondiez à ça. Encore une fois, le personnage égocentrique, je le répète, a besoin d'un public. Sans le public, il n'est rien. Donc, si vous vous plaignez, vous, d'être entouré de personnages égocentriques, et je parle en dehors de la sphère professionnelle, où là, vous n'avez peut-être pas le choix, mais si c'est autour de vous, dites-vous qu'en réalité, vous leur donnez beaucoup de pouvoir. Si vous restez en contact avec elles et si vous leur prêtez de l'attention, c'est que vous leur donnez le pouvoir de rester égocentrique, tout simplement. Personne n'a rencontré des personnages égocentriques ? Dites-moi, je suis très très étonné, parce qu'en général, on en rencontre relativement souvent. Personne. Ok, bon, écoutez, première nouvelle ce soir, j'ai des personnes qui n'ont jamais rencontré personne égocentrique. Alors, l'envieux. Alors l'envieux, ce sont des personnes qui sont éternellement insatisfaites. Voilà. Bien sûr, quand même. Bon, si, pour Edwin, Vanessa, oui. Mais n'hésitez pas, expliquez-moi un peu dans quelle situation. Magdalena, bonjour. Edwin, tu connais. Voilà, ok. Bon, je passe. L'envieux, c'est un éternel insatisfait qui aura beau avoir tout, ça ne lui suffira pas. Quelqu'un qui est envieux, il faut savoir que dans sa propre vie, à lui, il aura beaucoup de mal à se centrer sur des petits bonheurs, des petites choses ou des grandes choses qu'il possède. Son truc, c'est d'envier toujours les autres. C'est-à-dire, il a toujours l'impression de posséder moins que quelqu'un d'autre. Je donne un exemple, parce qu'on a l'impression parfois que d'être envieux, c'est l'apanage des personnes qui sont sans le sou ou qui n'ont pas réussi professionnellement. C'est faux. Il y a vraiment des personnes qui ont quand même une certaine réussite professionnelle, qui ont de l'argent, mais qui malgré tout sont toujours dans une forme d'insatisfaction. Et alors, elles ont toujours l'impression que si les autres réussissent, ce n'est pas parce qu'elles ont du talent, ou c'est pas parce que elles sont professionnelles. Non, si elles réussissent, c'est par chance. Et donc, par extension, ces personnes ont l'impression de manquer de chance. Elles ont l'impression de ne pas être nées sous les meilleurs auspices et qu'on ne leur a pas donné le meilleur à la base. Et c'est à cause de ça que les autres peuvent être plus performants. Donc, chez l'envieux,
vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a toujours ce sentiment d'insatisfaction qui règne en maître, qui règne en maître chez lui. Évidemment, si vous passez beaucoup de temps avec un envieux, vous allez voir la vie du mauvais côté. Par exemple, ce sont des personnes qui ne se réjouiront jamais, 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 de la réussite de quelqu'un d'autre. Fatalement. Si on réussit, eh bien, c'est parce que on a fait quelque chose, par exemple, on a eu de la chance. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de le partager, cette anecdote, ouais, excusez-moi, anecdote, ce soir, parce que je trouve que c'est, par exemple, très, très européen, très judéo-chrétien pour moi. Cette personne a réussi dans la vie, surtout quand on parle d'argent. Hein. Cette personne a réussi, elle a gagné de l'argent. Ouais, mais tu peux être sûr. Si elle a gagné de l'argent, tu peux être sûr. C'est parce qu'elle a fait quelque chose. Elle a fait une magouille, quoi. Ou alors c'est parce qu'elle a couché. Ou alors c'est parce qu'elle connaît tel type de personne. Mais elle ne peut pas avoir réussi par son propre travail. C'est ça que dira l'envieux. Et donc, il y a toujours une forme de suspicion chez l'envieux. Donc l'envieux aura toujours un regard venimeux devant le bonheur, devant votre bonheur, c'est clair. Donc être ami avec quelqu'un qui est envieux, c'est la pire des choses. Parce que même si cette personne a l'air de vous faire des beaux sourires et elle vous fait croire qu'elle n'est envieuse que des autres, fatalement, à un moment donné, elle sera envieuse aussi de vous. Alors, ça peut être au niveau matériel, bien évidemment, ça peut être au niveau physique, je vais en parler d'ailleurs, et ça peut être au niveau sentimental. Alors, par exemple, je sais parmi vous, parce que je connais certaines personnes parmi vous, que certaines sont peut-être enviées par leur physique. Voyez, et donc dans le cadre du travail par exemple, eh bien on peut être très venimeuse à l'égard de cette personne parce que tout simplement elle a un beau physique. Ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent de manière récurrente, ça. Voyez, donc on est envieuse par rapport à un physique, on est envieuse par rapport à une par rapport à une situation, etc. Donc dans tous les cas de figure, l'envieux c'est de l'insatisfaction. Salut Jess, tu vas bien? Content de te voir. Alors, je sais que vous êtes en train de converser avec moi. Fatalement, je parle en même temps et j'arrive pas toujours à tout lire. Donc, je reprends, je fais un petit récapitulatif. Alors, je zappe directement. Edwin, comédie différence entre un envieux et un jaloux. Bah, j'ai envie de te dire, tu peux très bien avoir quelqu'un qui est jaloux, Edwin, au niveau sentimental. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est très territorialiste, mais qui n'est pas envieux. Hein. Donc je peux très bien par exemple manifester de la jalousie si on regarde ma femme par exemple et avoir envie de me battre avec la personne qui le fait sans pour autant être envieux de quelqu'un d'autre. Donc ça dépend un peu comment oui, maintenant si tu me dis bah oui je suis jaloux du succès de quelqu'un, on s'entend bien, c'est être envieux. Mais bon, le terme jaloux en règle générale c'est plutôt affectif quoi. Tu vois. Alors, Élise, j'ai rencontré plusieurs personnes aussi envieuses qu'égocentriques que pervers narcissiques. Tout ça en une seule personne. Dis-moi, ouais, c'est le jackpot, en effet. Voilà. Alors, voilà. Élise, tu parles, je vais toucher les étoiles. Bah oui, exact. Alors, passer du temps avec les personnages envieux, comme vous l'avez compris, ça va vous tirer vers le bas. Et vous-même, à un moment donné, si vous ne réagissez pas, vous allez vous mettre à avoir de la suspicion par rapport aux autres. Et alors, je le dis parce que ça arrive très vite, vous savez. Il y a rien de plus difficile que de sauter d'ôter une idée. Aujourd'hui, ça ne va pas, c'est la fin de la journée. Hein. Soyez vraiment indulgents avec moi. D'ôter une idée. C'est-à-dire que à un moment donné, si on me dit, ouais, mais tu vois, cette personne, je suis sûr et certain, elle a réussi parce qu'elle a couché, parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait cela, il se peut qu'au fur et à mesure, je finisse par y croire. Et de regarder la personne sous un autre angle, alors qu'en réalité, c'est peut-être tout à fait erroné. Hein. Donc voilà, c'est pas le style de personnage à fréquenter, de trop près, et à un moment donné,
elle se retournera aussi sur vous, clairement, et elle pourra être envieuse de vous. Donc, les envieux, attention, essayez de vous en détourner. Le tordu, alors, ce qu'on appelle tordu ici, c'est la personne, si vous voulez, qui a un esprit un peu retors, au sens où elle va tout analyser dans le moindre détail, mais son interprétation est toujours vue au travers du prisme de la suspicion. Voyez, donc ça vous donne des personnes qui vont, par exemple, interpréter une histoire, mais toujours de la pire des façons. Le complot, donc dès qu'elle voit quelque chose, il y a un complot, par exemple. Si elle remarque un comportement, ce ne sera jamais interprété positivement. Elle va toujours, si vous voulez, chercher la petite bête, l'exemple, comment ai-je dire, le petit côté sombre, voyez. Donc le tordu adore le sombre, il adore se complaire là-dedans. Voilà, ça lui donne un sentiment de pouvoir, un peu comme s'il était capable de percer les secrets de l'inconscient de quelqu'un et justement de vous faire part de ça en vous disant oui mais tu vois si elle se comporte comme ça par exemple cette personne tu vois si elle s'est habillée comme ça c'est qu'il y a anguille sous roche tu vois hier elle est partie travailler elle n'avait pas de mini-jupe aujourd'hui il y a une mini-jupe donc s'il y a une mini-jupe c'est que sûrement il y a un homme là-dessous donc sûrement qu'elle trompe son mari parce qu'autrement elle porterait pas de mini-jupe voyez un peu le délire dans lequel on peut rentrer ben voilà ça c'est un peu le tordu c'est-à-dire quelqu'un qui en effet peut se servir finalement d'un très bon sens de l'observation, mais son interprétation est très très souvent erronée, parce qu'il part toujours d'un postulat qui est celui de voilà, la mauvaise action. Si une personne opte pour tel type de comportement, c'est que fatalement il y a quelque chose de louche là-dessous. Et donc, évidemment, ça donne des problèmes, des problèmes énormes. Hein. Donc, voilà, alors pour tout vous dire, ils peuvent se mélanger, hein, parce que tout à l'heure, je pense que c'était Élise, je pense, qui parlait justement qu'elle a rencontré une personne qui avait tous des éléments qui étaient mixés. Bah, je peux vous dire que oui, on peut les mixer, tous ces éléments. Donc le tordu pourrait très bien rencontrer, par exemple, l'égocentrique, hein, sans aucun problème. Voilà. Est-ce qu'il y a des tordus parmi vous ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont suspicieuses, qui analysent le moindre détail, le moindre fait et geste, et c'est toujours interprété, mais avec quelque chose de négatif, hein, une tonalité négative? Alors, le temps que vous répondiez, je prends quand même la situation, ça va vraiment mal ce soir, la citation d'Emmanuel Kant qui est « L'homme a été taillé dans un bois si tordu qu'il est douteux qu'on puisse jamais tirer quelque chose de tout à fait droit de lui ». Alors j'aime beaucoup parce que rien que cette citation vous montre aussi que lui-même devait être un peu tordu. Donc voilà. Personne a rencontré des tordus ici? Bon, personne. Ok. Le persifleur. Le persifleur, en fait, c'est la commère. Hein, si on le met au masculin, ça nous donne le persifleur ou la commère. Alors, c'est pas uniquement un adepte des potins, si vous voulez. C'est quelqu'un qui va tirer beaucoup de plaisir du malheur des autres. Clairement, c'est son truc. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème quelque part, cette personne, elle se nourrit de ça comme un vautour, vous voyez, et elle ne peut pas s'empêcher de l'exposer. Évidemment, pour rester dans le politiquement correct, elle va vous dire qu'elle est peinée, très certainement, et que ça la choque. Mais au plus profond d'elle-même, c'est une personne qui éprouve beaucoup de plaisir. Pourquoi ? Ben, c'est relativement simple. Si dans la vie des autres, il y a du malheur, si dans la vie des autres, les choses ne vont pas, alors c'est que dans la mienne, tout va bien, voyez-vous. Ça me permet en fait de me désenvahir d'un sentiment, par exemple, de frustration, de culpabilité, etc. Je me dis que finalement, dans ma vie, c'est pas si mal que ça. Et donc, j'aime beaucoup le fait que les autres puissent se casser la figure, parce que voilà, finalement, ça me fait du bien. Ça montre que je suis pas seul dans le malheur, entre guillemets. Elle aime scruter, se renseigner un peu trop, répéter certaines choses. Alors, évidemment, si vous avez une personne comme ça à côté de vous, dites-vous que ce sera la première à répéter tout ce que vous pouvez lui confier.
évidemment, elle vous dira que vous pouvez lui faire confiance. Hein, mais c'est un peu ce qu'on appelle les langues de vipère. Vous voyez. Voilà, donc, elle se renseigne. Ça aussi, c'est intéressant. Se renseigne, elle contrôle les autres. Il y a pas mal de choses. Hein. Je vois parfois des commères, moi, qui vont sur les réseaux sociaux, regarder les profils, regarder les interactions. Ça, j'aime beaucoup les interactions entre les uns et les autres. Ouais, mais t'as vu, lui, il a dit ça, elle a répondu ça. Ouais, mais bon, je suis sûr et certain, je suis sûr et certain qu'il se passe quelque chose. Et on aime répandre des rumeurs. On aime répandre voilà, des commérages. Et évidemment, plus les commérages sont costauds au sens où bah, il y a des choses très désagréables à dire, et plus cette personne bah, elle se sent vivre tout simplement parce qu'elle a l'impression que sa vie va beaucoup mieux si les autres sont dans le malheur. Si c'est une demoiselle, donc que ce soit tout ce que je vous dis, ça peut être homme ou femme. Hein, voilà, donc la demoiselle Potin est donc fatigante et provoque la remise en question qui n'était pas forcément nécessaire. Alors on se concentre sur soi. Hein, ça c'est la première chose. On ne parle pas des autres. Évitez, si vous avez quelqu'un comme ça dans l'entourage, évitez de parler des autres parce que ce sera la première personne à vous vendre. Mais clairement, à vendre la mèche. Misez sur des choses positives, vous, parce que ce type de personne sera en contact permanent avec vous si vous lui donnez la possibilité, donc si vous lui donnez la nourriture. C'est-à-dire que si vous colportez aussi, fatalement, vous jouez dans son jeu. Et donc, eh bien, vous allez vous entendre entre persifleurs, entre commères, et vous nourrir du malheur des autres. Par contre, si vous prenez cette personne à contre-pied, si vous cultivez les aspects positifs, si vous essayez de dédramatiser les choses, si vous essayez d'élever le débat, à ce moment-là, ce type de personne ne pourra plus trouver une nourriture auprès de vous, et donc elle continuera son chemin, et voilà, elle continuera son chemin tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des commères autour de vous, les amis ? Dites-moi un peu. Est-ce qu'il y a des persifleurs, des commères ? N'hésitez pas, allez-y, communiquez avec moi, comme ça vous pouvez me poser des questions. Je vois que Vanessa a expliqué, ces relations nous font grandir. Ben oui, Vanessa, c'est en effet, ça peut nous faire grandir. Maintenant, tu as raison, hein, ça peut nous faire grandir, mais attention, ça peut aussi nous démolir. Ça dépend sur qui on tombe. Hein. Tu as des gens qui sont quand même des grands spécialistes de la démolition des relationnels. Hein. Donc je te dirais, oui, ça peut nous faire grandir, mais attention quand même. Tu sais, là-dessus, j'en profite, Vanessa, et je parle pour tout le monde. L'être humain est capable d'une chose extraordinaire. Nous sommes capables de faire des projections dans l'avenir. Ça, c'est ce qui nous distingue, en tout cas jusqu'à présent, hein, du monde animal. Voilà. On est capable de faire des projections dans l'avenir. Parfois erronées, c'est vrai, mais on est capable de faire des projections. Ce qui veut dire qu'on est capable de faire quelque chose aussi, c'est de l'anticipation. Alors, moi, je te dirais, très honnêtement, par exemple, dans ma vie, j'évite les gens qui me font perdre en énergie et en temps. Pourquoi ? Parce que je préfère consacrer mon temps à des choses précieuses. Voilà. Y a des choses que j'ai envie de faire dans ma vie avant de trépasser. Et donc, j'ai pas trop envie de me coltiner des personnes qui sont toxiques pour moi. Donc, d'emblée, les repérer très vite, ça m'aide justement à continuer mon chemin. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'elles peuvent t'entraîner aussi. Hein. Elles peuvent t'entraîner aussi dans leur délire. Donc voilà. Je le dis parce que cette capacité d'anticipation, je remarque qu'on ne l'utilise pas toujours. Vous voyez, il y a des personnes qui se disent oui, mais bon, si on anticipe trop, est-ce qu'on perd pas en spontanéité ? Bah, je vous dirais, si vous êtes spontané, traversez la route, hein, sans regarder à gauche et à droite. C'est aussi ça, vous voyez. Faites n'importe quoi. On a l'impression que dans les relations humaines, il faut toujours être spontané. Comme si vous n'étiez pas dans une forme de jungle, un peu comme si vous étiez au pays des bisounours et que tout le monde était super sympa et qu'en fait on va rentrer en relation et dès qu'on dit
attention, anticipez un peu certaines choses, observez bien, parce que tout le monde, il n'est pas gentil, tout le monde, il n'est pas sympa. Il faut quand même faire attention à qui on donne son cœur, par exemple, qui au comptoir, etc. Il faut faire attention. Tout de suite, quand on parle de ça, on a l'impression que c'est pas politiquement correct, et dans ce cadre-là, ça ne peut pas être comme ça, mais c'est faux. On peut observer, on peut analyser, on peut parler avec des gens et un peu observer leur comportement parce que ça peut nous amener loin quand même. Il y a certaines personnes qui peuvent vous amener loin dans des situations qui sont parfois abracadabrantesques, hein. Donc voilà. Alors, ça c'était ma petite réflexion. C'est parce que, juste, vous savez, moi je donne des disciplines, par exemple l'analyse du non-verbal, etc. Et je remarque que dès qu'on parle de ces disciplines, et je parle pas pour toi, hein, Vanessa, hein, mais dès qu'on parle de ce type de discipline, automatiquement, quand c'est dans tout ce qui est humain, oui, mais est-ce que tu es sûr qu'on peut s'autoriser à regarder? Bien sûr, mais enfin, c'est fou ça. Bien sûr qu'on peut le faire. À quoi ça, à quoi ça sert, vous voyez, d'avoir ce type d'outil si on ne peut pas s'en servir. Enfin, moi, je suis désolé, mais quand je me balade dans la rue, vous voyez, je regarde quand même ce qu'il y a autour de moi, hein. Voilà. Et je ne suis pas craintif, ça ne m'empêche pas d'évoluer dans la vie, mais je remarque certaines choses, et il y a certaines personnes que j'évite, parce que j'ai pas envie de frayer avec elles. Donc pour moi, cette capacité que nous avons à détecter certaines personnes, certains comportements, elle est très précieuse si on a trop une tendance à dire ouais, tant pis, j'y vais au coup de cœur et à laisser erreur. C'est pas toujours une bonne chose. D'ailleurs, bien souvent, les personnes qui me disent ça, quand je leur demande si elles sont parents, par exemple, et si elles accepteraient ce même type de comportement, ce même type de réflexion de la part de leurs ados, elles me disent que non, en effet, elles ne le supporteraient pas parce qu'elles se rendent compte qu'en effet, un peu de réflexion dans les gestions de l'humain, c'est pas inintéressant non plus, hein. Alors, le capricieux, c'est pour ça que je vous donne aussi ce type de cours. Vous voyez, c'est pas pour faire joli, c'est pour essayer de remarquer certaines choses. Alors, le capricieux, bon, c'est l'adulte qui est enfant, en fait. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'enfant roi. Alors, on en produit, hein. On en produit pas mal. Parce que vous savez, on peut plus frustrer les enfants maintenant. Et ça, je le remarque dans beaucoup de choses. Vous prenez le train, il y a des enfants qui crient, qui sautent d'une banquette à l'autre. Si vous avez si vous avez le malheur de dire, de se calmer, tout de suite les parents vont dire, mais ce sont des enfants, bien évidemment. Et ce sont des enfants. Ils doivent s'exprimer tout de même. Vous ne vous rendez pas compte si on brime des enfants. Mais bien évidemment. Bien évidemment. C'est sûr que moi, par exemple, j'ai l'impression que mes parents, ils m'ont brimé quand ils m'ont dit, tu sais, Dominique, quand tu es en société, il faut savoir te tenir, mon garçon. Donc, quand tu es dans le train, tu es prié de bien t'asseoir. Lorsque quelqu'un te sert quelque chose, tu es prié de lui dire merci, au revoir, bonjour, etc. Vous voyez, toutes ces choses de base. Maintenant, on ne peut plus parce que, malheureusement, on risquerait de brimer les enfants. Donc là, on est parti dans un truc, dans une forme de délire énorme qui crée des enfants rois. Et ça vous donne des gens capricieux plus tard. Donc le capricieux, c'est plutôt quelqu'un qui, qui est capricieux. C'est-à-dire que quand il a décidé que quelque chose devait tourner comme lui l'a décidé, eh bien on va faire comme lui l'a décidé. Voyez-vous ? Et on ne peut pas le contrer, parce qu'autrement il vous fait un caca nerveux. Bon, le capricieux par excellence, eh bien, il va reporter, par exemple, ses frustrations sur vous. Et ça va l'amener à devenir insupportable au quotidien. Donc, par exemple, si quelque chose ne va pas, si le PC ne va pas, par exemple, c'est de votre faute à vous. Parce que vous n'auriez pas dû mettre votre main dessus. Parce que fatalement, si vous n'aviez pas touché le PC, eh bien, le PC, il irait beaucoup mieux que ça. Voyez, ça, c'est le côté capricieux. Le côté capricieux, c'est par exemple, si on a choisi cette date, c'est pas une autre date, c'est celle-là. Et donc, si à cette date-là, on ne fait pas ce que moi j'ai décidé, même chose, eh bien, voilà, ça, on va rentrer dans des scènes de ménage énormes. Donc, le capricieux, c'est un enfant qui a envie d'obtenir ce qu'il veut, et de ne surtout pas avoir de frustration.
Donc, je vous renvoie à une vidéo qui se trouve sur la chaîne YouTube où je parle du principe de réalité et le principe de plaisir. Je reprends l'histoire des 3 petits cochons, par exemple, qui en parlent très très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des 3 petits cochons. Les 3 petits cochons dans la forêt avec le premier petit cochon qui a décidé de faire de la musique et de jouer, etc. Parce que, enfin, je pense que c'est ça, il joue de la musique, ou alors il fait autre chose, ou il essaie d'attraper les papillons. Et donc, il bâtit une maison en paille, parce qu'il n'a pas envie de se frustrer, parce que lui, il prend de la paille, et puis c'est comme ça, il peut aller jouer, voyez. Et puis l'autre, lui, il va bâtir ça avec des planches. C'est pas très très solide, mais voilà, il a envie peut-être de jouer de la musique, etc. Et il donne libre cours à sa passion musicale. Et puis le troisième, qui est quand même le plus sérieux, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre plus de temps et il va bâtir une maison en dur. Et donc, quand le grand méchant loup arrive, eh bien, en soufflant, la première maison, elle s'envole. Et donc, réellement, dans le conte, pas celui de Disney, il mange le premier petit cochon. Dans la deuxième, idem, il mange le deuxième petit cochon. Par contre, le troisième, il ne sait pas l'avoir. Et à la rigueur, c'est lui qui va tendre une embuscade au loup et qui va finir par le dévorer. Tout ça pour vous expliquer que ça montre très bien le principe de plaisir et de réalité. Le principe de plaisir, c'est je veux tout de suite, je veux m'amuser, je veux pas qu'on me contrarie, même s'il y a un danger. Vous voyez, je veux pas ça. Et le principe de réalité, c'est je prends du temps, j'apprends à me frustrer, je me rends compte que je peux pas tout obtenir quand moi je le désire. Vous voyez, et je tiens surtout en compte les autres. Voilà. Alors, je vous dirais, quand on a ce type de personne, c'est très grave d'être capricieux, pour tout vous dire. C'est très grave d'être capricieux. Parce que ça veut dire que la personne est à un stade extrêmement archaïque de son évolution. Ce sont les petits-enfants. Ce sont les petits-enfants qui sont encore à ce stade-là. Et donc, si vous êtes en contact avec ce type de personne, vous pouvez vous dire que ce n'est pas un adulte que vous avez en face de vous. C'est un enfant, et c'est même pas un enfant de 6 ans. C'est vraiment les enfants en bas âge, donc il ne faut pas demander l'évolution. Donc je vous dirais très très sincèrement, n'essayez pas de raisonner ce type de personnage. C'est que au début de son évolution, il faut lui laisser le temps de peut-être de se développer, mais en tout cas, essayez de vous en éloigner parce que ça n'amènera rien de bon. La victime, quand j'étais gamin, moi j'ai pas pu m'empêcher parce que quand on me parle de victime, je pense à Calimero, vous voyez. Ça, voilà. Finalement, Calimero, c'est un héros de mon enfance. Et donc, Calimero, c'est une victime. C'est trop injuste. Voyez, c'est trop injuste. Il est très agaçant. La victime est très, très agaçante. Pourquoi? Parce que quand il arrive quelque chose, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est une personne qui va se répandre et qui va vous expliquer tous ses problèmes. Et elle en a des problèmes. Oh là là, elle en a énormément. Vous en avez pas par contre. Vous en avez pas. Mais elle en a beaucoup. Donc, elle va se répandre. Et alors, c'est pas une fois, vous voyez, parce qu'on peut comprendre un coup de blues, hein, ça peut très bien se comprendre. Parfois, on a envie de parler. Mais moi, je vous parle de quelqu'un qui fait ça de manière récurrente. Donc, globalement, c'est plutôt une personnalité pessimiste. Et rien ne peut aller bien. Rien ne peut aller bien. D'ailleurs, elle a une caractéristique, c'est que la victime, quand vous voulez la sortir de sa victimisation et que vous voulez lui dire « Allez, vas-y, écoute, moi je te propose ça comme type de situation. Tu peux aller vers ce type de solution pour te sortir de quelque chose », elle va le refuser. Pourquoi? Parce qu'elle se complaît dans son rôle de victime. Elle se complaît, elle aime ça. Et c'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement pénible. Et plus vous l'écoutez, et plus elle déballe. Hein. Plus elle déballe. Donc, voilà, très 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 difficile à supporter. Bon, après, ça dépend un peu comment je dire, des personnalités. Il y a des personnes qui assument mieux d'écouter les victimes et d'autres moins bien. Voilà, moi je vous dirais que j'ai un peu plus de mal avec les victimes. Je trouve ça très très compliqué parce que ce qui me dérange le plus, c'est que lorsque vous leur proposez des ébauches de solutions, même ça, elles les réfutent parce qu'elles veulent absolument rester dans leur zone de sécurité. Et à un moment donné, je trouve ça usant. En tout cas, personnellement, moi ça m'use. Mais voilà.
Alors, les moments difficiles deviennent infranchissables, pardon, aujourd'hui c'est grave, infranchissables, plutôt que d'être perçus comme un défi à relever. Eh bien oui, vous voyez, c'est important, c'est-à-dire que dès qu'il y a un élément qui bloque, pour elle, c'est fini, c'est la fin du monde. On ne peut pas trouver de solution. Et il n'y a pas plus malheureuse qu'elle. Voilà. Et dès que vous choisissez de dire, mais non, tu peux prendre cette situation à bras le corps et tu peux la retourner à ton avantage, elles vont encore vous dire, non, je ne peux pas, parce que, ou le oui mais. Alors, n'oubliez pas, le parce que ou le oui mais, c'est les grands systèmes de défense. Et ça nous empêche d'aller de l'avant. Ça nous empêche de passer à l'action. Ça nous empêche de nous dépasser et ça nous conforte dans notre petite sécurité. Donc voilà, victimisation, c'est aussi pas du tout évident à gérer. La meilleure chose, évidemment, c'est, ok, on peut avoir une oreille compatissante, mais à un moment donné, si elle décide de souffrir, hein, et qu'elle transmet trop sa souffrance en emportant les autres dans le gouffre, vous ne laissez pas emporter, quoi. Hein. C'est sa partie à elle. Enfin, je veux dire, on peut être compatissant, on peut déjà proposer de l'aide, proposer des ébauches de solutions, mais si la personne, elle a décidé de se laisser aller, elle se laisse aller. Vous ne pouvez pas faire grand-chose là-dedans. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est intéressant, Hippocrate, donc le père de la médecine, disait ceci, à ses futurs médecins, disait, avant de guérir une personne, demandez-lui si elle veut se soigner. C'est important. Parce que parfois, on part, vous voyez, avec des bonnes intentions, on se dit, mais moi, je veux aider cette personne, je veux l'aider à guérir, je veux l'aider à aller mieux. Mais est-ce que la personne en a envie, en fait? Vous voyez? Donc, alors, là aussi, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui me semble important. La victime va jouer sur des relais, par exemple. Elle vous dira, oui, mais je peux pas, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je suis pas prêt ou je suis pas prête, parce que j'ai pas la formation, parce que j'ai pas l'argent. Elle vous trouvera toujours quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fond, c'est la peur, en fait, de l'échec. C'est la peur de se voir réellement tel que l'on est. Et donc, il y a un ego surdimensionné chez la victime qui n'apparaît pas, parce qu'on a l'impression que cette personne-là, eh bien, finalement, elle subit le monde. Mais en réalité, c'est un ego surdimensionné. Parce que quelqu'un qui n'a pas un ego surdimensionné accepte la notion d'échec. Elle accepte que si elle prend un risque de sortir de sa zone de sécurité, l'échec peut faire partie de la vie. Mais pas la victime, parce qu'elle est tellement orgueilleuse, elle ne peut pas connaître l'échec. Et donc, comme elle ne peut pas connaître l'échec, automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'auto-sabote. L'auto-sabotage peut venir de là. Hein. Voilà, voyez, donc voilà. Alors évidemment, chaque personnalité, elle peut être creusée, il y a des raisons hein, à tout ça. Mais ici, le but, c'est vous les repérer. Si vous n'êtes pas dans, comment vais-je dire, si vous n'êtes pas dans les domaines de la psychologie, je vous dirais, repérez et puis prenez un peu de large, quoi. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, le juge. Le juge, il sait toujours tout et tout mieux que tout le monde. Voilà, le juge, c'est le grand moralisateur. Hein. Lui, il sait. Vous voyez, c'est voilà. Lui, il sait, vous ne savez rien du tout. Et globalement, son système à lui, c'est de faire la morale, je ne sais pas mieux vous le dire. Voilà. C'est plutôt une personne qui va faire ressortir les défauts des gens et les juger sur leurs défauts. Clairement. On est là-dedans. Le juge donne toujours l'impression de tout maîtriser et vous donne, en fait, il va utiliser un système de défense qu'on appelle la rationalisation ou l'intellectualisation. Donc, il va tout intellectualiser. Il va vous donner des arguments qui paraissent logiques. Mais voilà, ne vous laissez pas avoir. Le juge, en fait, son truc à lui, c'est de se sentir toujours supérieur. Voilà. Parce que, comprenez bien, psychologiquement parlant, lorsque je juge de quelque chose, eh bien, c'est que d'une certaine manière, je sais. Et si je sais et je sais tout, je suis un peu comme Dieu. Je suis un peu comme Dieu. Et c'est très valorisant d'être comme Dieu.
Vous voyez, c'est super. Parce que je suis dans des hautes sphères. Je suis intouchable. J'ai l'impression que personne ne peut m'atteindre. Donc, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, le juge se permet de juger les autres. Mais alors, c'est pas juger de manière objective, hein. C'est un jugement très souvent péjoratif. Parce que comprenez bien que moi, j'ai rien contre le jugement. On peut juger d'une situation. On peut juger d'une situation. Mais là, ce sont des personnes qui ont une tendance à faire un jugement péjoratif à chaque fois. Voilà. Et elle scrute ça. Elle scrute le moindre détail pour retourner une situation et voilà, tout simplement pour faire apparaître les failles, les défauts et vous montrer qu'elle avait raison. D'ailleurs, c'est son truc. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Tu m'écoutes pas. Je te l'avais dit. Alors, globalement, rester soi-même et assumer ses choix et essentiellement même chose, hein. C'est toujours la même trame avec les personnalités toxiques. Quand vous voyez ça, bah, essayez quand même de prendre le large. Pourquoi? Parce que par exemple cette personnalité est très très forte pour faire ressortir vos défauts et vous montrer que vous avez tort dans tous les cas de figure. Vous prenez une décision, vous l'avez pris de manière à considérer. Vous n'avez pas jugé correctement le pour et le contre, tandis qu'elle, elle sait le faire. Donc, en fait, vous êtes un crétin, vous êtes une crétine, mais lui, il sait. Et donc, à force, à un moment donné, ben, on peut finir par croire que cette personne a raison, dans le fond, qu'elle possède un talent intellectuel que vous n'avez pas, et donc, d'une certaine manière, ben, elle devient, elle devient quelqu'un de supérieur à vous, quoi, tout simplement. L'arrogant, alors, la personne arrogante peut être, mais juste désagréable, hein, voilà, l'arrogant, il peut être très très désagréable, mais, et simplement désagréable, mais elle peut être aussi toxique. Pourquoi? Ben, parce que l'arrogance, c'est de la fausse confiance. Et d'une certaine manière, ce sont des personnages qui sont perturbés. Je ne sais pas mieux vous le dire. Perturbés. Globalement, l'arrogant va toujours vous défier, va se donner des airs supérieurs. Le but, évidemment, c'est un peu comme le juge, c'est de vous amoindrir. En fait, c'est une personne qui manque de confiance en elle, et parce qu'elle manque de confiance en elle, eh bien, elle essaie tout simplement de vous écraser. Donc, là aussi, il suffit que dans votre vie, vous ayez à un moment donné, parce que ça peut arriver, hein, que vous ne soyez pas au top. Vous n'êtes pas au top énergétique, vous avez rencontré des problèmes, et puis vous tombez sur ce type de personne, hein, un peu plus arrogante. Elle peut vraiment vous donner l'impression que vous n'êtes rien. Pourquoi? Ben parce qu'elle vous donne l'impression d'avoir énormément confiance en elle. Je vais vous le jouer, hein, ça va donner ça. T'as perdu ton boulot? Ben ouais, t'as perdu ton boulot, mais tu vois pas, c'est un peu normal aussi, t'as pas vu ton comportement, regarde-moi. Moi, tu crois quoi? Je roule dans une BMW flambant neuve, etc. C'est grâce à quoi, à ton avis? À ma prestance, au fait que je suis déterminé, etc., etc. C'est tout ça qui fait que je réussis. C'est pas étonnant que toi, tu réussisses pas. Vous voyez? Ça, c'est l'arrogant. Donc, à un moment donné, on peut se dire, ouais, peut-être que la personne a raison. Mais attention, quand l'arrogant parle, c'est jamais pour essayer de vous élever, hein. C'est pas pour vous donner des trucs et astuces. Non, non, l'arrogant, il est là pour vraiment mettre la main sur votre tête, vous dire reste bien en bas, comme ça, bah, j'ai en fait ma confiance en moi qui est rehaussée, tout simplement. Donc, voilà, un personnage qui manque vraiment de confiance en soi, et bien souvent le manque de confiance en soi donne lieu à ce qu'on appelle un sentiment de toute puissance. Voyez-vous, c'est presque un trop-plein de confiance, mais c'est une inflation de l'ego, on appelle ça. C'est tout simplement parce qu'on est fragile, alors on se crée toute une image. Et on tient à cette image parce qu'on y croit. C'est un fantasme en réalité, c'est pas une voilà, c'est un fantasme, mais la personne, elle veut garder absolument cette image-là parce que si elle devait se rendre compte que finalement elle n'est pas ce qu'elle représente, eh bien son identité serait complètement en chute.
Donc évidemment, elle doit se maintenir. Le détracteur, sûrement le plus négatif de la liste, hein, puisque c'est un pessimiste, un râleur, il est plutôt inquiet, il est plutôt peureux. Ce sont des gens qui voient toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. En fait, globalement, le détracteur, c'est la personne pessimiste par excellence. Voilà, je ne sais pas mieux vous dire, c'est pessimiste par excellence. Donc, tout est sombre. Tout est noir chez le détracteur. Même les choses les plus belles, fatalement, vont toujours être passées au crible de cette façon de raisonner, qui est une façon même pas envieuse, hein, parce que c'est même pas de l'envie, mais blasée, si vous voulez. Ouais, on a créé ça, mais tu peux être sûr qu'il y a encore de la malversation, des œuvres caritatives, mais je suis sûr et certain qu'il y a encore de la malversation derrière ça, tu comprends? C'est comme ça. L'humain, il est pourri, tu ne le referas jamais, l'humain, il est comme ça. Vous voyez, ça, c'est la manière de raisonner d'un détracteur, en fait. Le fond, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Clairement, par exemple, la peur de se faire avoir. Hein, voyez, donc on préférera évidemment casser tous les systèmes plutôt que de se risquer à quelque chose. Ça peut vous donner en amour des gens qui sont déjà extrêmement fatigués. Se mettre en couple, on va se mettre en couple, mais enfin, allez, soyons logiques quand même. Hein, 70% de divorces quand même en Europe. Allez, soyons logiques, l'amour n'existe pas. L'amour, c'est de la chimie, c'est de la neurologie, c'est pas quelque chose d'objectif, l'amour. C'est très variable. Tu connais vraiment beaucoup de personnes qui, à l'heure actuelle, restent ensemble toute leur vie. Non mais attends, je sais bien que Bobonne et Papy ils sont restés ensemble, mais c'est parce qu'à ce moment-là, c'était mal vu, hein, de divorcer, même maintenant, qu'on ne vienne pas m'emmerder avec l'amour. Vous voyez ce genre de choses. Voilà, ça c'est détracteur. Alors, attention, le pire dans cette histoire, c'est qu'un détracteur peut parfois se servir de choses qui sont exactes, évidemment. Mais il va choisir, en fait, de s'en servir pour donner de l'eau à son moulin. Et l'eau de son moulin, c'est un moulin qui brasse, mais de l'eau visqueuse, noire, si vous voulez. Donc, il reste là-dedans, il reste dans le sombre, hein, tout simplement. Donc, voilà. Si on exagère ou pas, le détracteur peut même vous entraîner vers la dépression. Hein, clairement, à force de rester avec des gens qui voient tout en noir, vous pouvez partir aussi. Alors, je ne vois pas beaucoup de réactions, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai perdu en cours de route. Je vois que vous êtes à plusieurs en train de me regarder. Et je suppose de m'écouter. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous réagissez plus? Je ne vois plus rien. Au départ, j'étais... Oui, moi j'ai rencontré ce type de personnage. Maintenant, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, réagissez. Est-ce que vous avez rencontré ce type de personne? Est-ce que vous avez ça autour de vous? Que ce soit dans votre dans vos relations familiales, amoureuses, etc. N'hésitez pas à partager. Partagez. Ici, je vais passer au manipulateur. Et donc, d'emblée, on va quand même se mettre d'accord, hein, sur la manipulation. Bon, je sais qu'à l'heure actuelle, quand on parle de manipulation, tout le monde a peur. Oh, la manipulation, attention, c'est mauvais la manipulation. Bon, d'emblée, tout le monde manipule. Faut se mettre OK. L'enfant de 3 ans, ou même de 2 ans, manipule déjà ses parents. Et nous, en tant que parents, nous manipulons nos enfants pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Donc, alors, évidemment, il y a 2 types de manipulation. Il y a des manipulations qui se font, parce que on veut soutirer de l'argent, obtenir les faveurs, inféoder quelqu'un à une cause, etc. Et puis, il y a des manipulations qui sont saines. Vous allez voir un psychologue, il va vous poser certaines questions un peu, retors comme ça, mais pas pour vous faire du mal, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. C'est de la manipulation, mais les fins de la manipulation sont positives. Vous allez voir votre ostéopathe, vous avez un blocage, il vous manipule au niveau vertébral pour que vous vous sentiez mieux. Clairement. Donc la manipulation n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est à quelle fin on manipule. Ça, c'est autre chose. Donc, là-dessus,
Je sais qu'à l'heure actuelle, c'est très tendance de dire ah les manipulateurs, hein. Mais tout le monde manipule à un certain niveau. C'est comme ça. C'est ce que l'on en fait qui pose un problème. Et donc je reviens avec ça. Dans les manipulateurs, ben, je vous dirais, il y a certaines choses qu'on peut pardonner finalement à un tordu, à un égocentrique, etc. Bon, voilà, on peut pardonner. Mais disons que chez le manipulateur, tout le problème, c'est que bien souvent, lui, il est conscient de ses actes. Vous comprenez? Par exemple, le détracteur, il est sombre. Il est un peu dépressif, il voit tout en noir. Vous voyez, il est un peu victime lui-même. C'est comme la victime. Bah, la victime n'a pas beaucoup d'énergie, alors tout ce qui lui arrive, fatalement, c'est une montagne. Hein. Comme disait Coluche, s'il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes. Quoi. Vous voyez, c'est ça. Mais le manipulateur, c'est autre chose. Le manipulateur, il sait très bien ce qu'il fait. Donc là, on est dans un autre cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va user et abuser, hein, de vous et de ces techniques de manipulation pour vous approcher. Il va essayer de vous comprendre vos faiblesses, vos forces. Il va essayer en fait de se renseigner un maximum sur vous, pour pouvoir comprendre comment mieux vous manipuler, tout simplement. Et fatalement, il y a une fin à ça. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit financière, etc., etc. Il y a toujours une raison à ça. Alors, il a toujours un but, c'est ça que vous devez retenir, et il va donc tenter de bien vous connaître. Ce qui donne en règle générale des personnes qui, naturellement, vous font beaucoup plus parler de vous qu'elles ne parlent d'elles. Alors, il y a un fait qui est intéressant là-dedans, que j'aime beaucoup. On aurait une tendance à se dire, mais je ne comprends pas, parce que, vous voyez, dans la relation amoureuse, bien souvent, ce qu'on reproche aux autres, c'est qu'ils ne nous écoutent pas. Et donc, voilà un personnage qui dit, mais moi, je t'écoute, je m'intéresse à toi. Et donc, on a une tendance à se livrer, bien évidemment. Et là, on est tout content parce qu'on se dit, ben, ça doit être le mec ou le mec idéal, ou la femme idéale d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, quand elle montre son vrai visage, on se dit, mon Dieu, mais j'aurais jamais pu croire, parce que il a franchi finalement le premier paramètre qui est, il était à l'écoute. Et donc, on a une tendance à associer l'écoute avec gentillesse. Et on n'associe jamais l'écoute avec prendre des informations intéressantes pour pouvoir retourner une situation. Voilà. Alors évidemment, et bien heureusement, tout le monde n'a pas un but horrible derrière la tête. Hein. Il y a heureusement des personnes qui peuvent vous écouter sans avoir l'idée de vous manipuler. Mais il est un peu normal que le séducteur, le manipulateur soit séducteur, fatalement, puisqu'il vous écoute. Et c'est quelque chose qu'on adore. Tout simplement, c'est qu'une personne puisse nous écouter et nous invite à parler de nous-mêmes. Et pendant ce temps-là, évidemment, on donne beaucoup d'informations. Alors, il existe plusieurs types de manipulateurs. Je le dis tout de suite, je ne vais pas parler du pervers narcissique ici. Pourquoi? Tout simplement parce que mercredi, il y aura une thématique concernant les signes qui montrent que vous êtes dans une relation comme ça. Parce que c'est le pire, évidemment, c'est de se faire manipuler, mais de ne pas s'en rendre compte. Et donc, quels sont les signes qui vous montrent que vous êtes dans une situation comme ça? Et là, je parlerai du fin, qui est le pervers narcissique. Voilà, parce que c'est le fin du fin. Mais je le mettrai à ce moment-là. Donc, comme ça, vous aurez un beau cours quand même sur les manipulateurs et les relations toxiques. Bon. Et j'ai toujours pas de nouvelles de vous, je m'étonne. Peut-être que c'est... Ah, mais c'est moi qui descends pas mon curseur. Ah, vous m'avez envoyé plein de choses, excusez-moi. J'ai pas descendu le curseur, nom d'une pipe. Alors, je reprends, hein, je fais vite un débriefing. Il ne faut pas être une éponge en pâte pour écouter les victimes. Ouais. Eh bien, moi, je les attire. Ah, Laurence, je les attire. Je peux me rendre n'importe où et en général, elles viennent vers moi. C'est intéressant.
C'est vraiment intéressant d'entendre ça. Un manipulateur pervers narcissique, ça reprend un peu tout ça. Non, bah ouais, un peu, Jess, ouais, clairement. Magdalena qui me dit ça pose problème surtout au boulot. Donc elle, c'est dans la sphère du boulot. Là, tu as Edwin qui dit bah ça c'est mon manipulateur préféré, mais malheureusement j'ai pas vu. C'était quoi? Alors le détracteur doublé d'une victime. J'ai travaillé avec une comme ça et j'ai fini en burn-out. Eh ben voilà, Nathalie, super. Ça montre quand même l'influence toxique des gens. Hein. C'est très surprenant, je pense avoir rencontré tous les types de personnes dont tu parles. Ah bah écoute, rassure-toi, Laurence, on a Élise qui nous disait qu'elle elle a tout rencontré dans la même personne. Voilà, on t'écoute attentivement. Le manipulateur au début, il est vraiment très séduisant. Et au petit soin, ben, fatalement, Nathalie, écoute bien, cette phrase, je l'adore, je l'adore. Le plus grand tour du diable. Allez, je pose la question, vous êtes prêts? Le plus grand tour du diable, c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, cette phrase. Donc répondez, j'attends. Le plus grand tour du diable, qu'est-ce que c'est? Allez les amis, hein. Creusez-vous un peu les ménages. C'est parce que, n'oubliez pas, le diable, il est séduisant, le diable, il est manipulateur, etc. Le diable apparaît toujours sous des formes qui peuvent en effet nous séduire. Alors, dans la mythologie, hein, évidemment, on s'entend bien, je parle des... Alors, Nathalie, elle dit la séduction. Donc, je reprends, le plus grand tour du diable, c'est la séduction. Non. Ah c'est faire passer pour un ange, qui est presque. Ça, c'est une autre phrase biblique, Marie. Ça, c'est qui fait l'ange fait la bête. Fanny, elle dit je sais, donc tais-toi, Fanny. La séduction, c'est fausse. De se faire passer pour Dieu. Ah, t'y es presque, Graziana. D'être lui-même, non. Oui, Isabelle a trouvé. Isa, tu as trouvé. Le plus grand tour du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Voilà. Ben oui, fatalement, vous vous méfiez pas. Vous ne vous méfiez pas. Souvenez-vous, alors si vous voulez voir ça, il y a une très très belle scène dans le film L'Avocat du Diable où Pacino parle à Keanu Reeves et Pacino joue le rôle de Satan et il lui dit regarde, il regarde, ah c'est apporter la lumière, Lucifer, ouais. Regarde, ils sont dans le métro et il dit t'as l'impression d'être en face du maître du monde. Non, regarde, je suis habillé simplement. Tu dirais presque quelqu'un qui est miteux. Je prends les transports en commun, on ne me repère pas. Et ça, c'est super intéressant. On ne le repère pas. Et je trouve que cette phrase de Pacino est vraiment percutante. On ne le voit pas arriver. Il se confond. Alors, bien souvent, alors j'adorerais faire un cours sur la criminaux pour tout vous dire, mais voilà, il y a une relation entre les grands sociopathes, les grands psychopathes, et ça, et la manipulation, c'est que souvent vous ne les repérez pas. Alors, il y a toujours des choses qui trahissent, évidemment. Pour celui qui sait regarder, il y a toujours des choses qui trahissent. Mais quand on est emporté par ses sentiments, quand on se laisse aller, parce que l'autre il est convaincant, parce qu'on a envie de croire à certaines choses, alors on ne le repère pas. Évidemment, évidemment. Alors vous allez me dire, ouais, c'est horrible ce que tu es en train de dire, parce que ça voudrait dire alors qu'on doit toujours être sur nos gardes. Oui et non. Oui et non. Je vous dirais quand même qu'il faut simplement rester, comme dirait Jean-Claude, aware. Voilà, vous êtes ouvert. Alors, il y a Fanny qui me dit oh oui, fais un cours là-dessus. Ben oui, ouais, ce serait bien sur la criminaux. Hein, voilà. Alors, on va s'amuser un peu avec les manipulateurs. Allez, on en décrit 3. Ah, Nancy, attends, j'ai une question. Lorsque quelqu'un te prête des pensées que tu n'as pas, ou bien interprète tes propos ou tes pensées, qu'est-ce que cela veut dire? Comment réagir à ce genre de comportement? Nancy, regarde, je vais te montrer un truc. J'espère que tu le verras à la caméra. Lorsque je montre quelqu'un du doigt, tu vois, comme ça. Attends, je regarde à la caméra pour voir si je passe bien. Si je montre quelqu'un comme ça, tu vois, du style tu es comme ça, regarde bien ce que je fais. Tu es comme ça, c'est toi qui as ce type de pensée, etc. Regarde, il y a un doigt qui pointe dans la direction
Et les autres doigts, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers la personne. C'est symbolique, mais c'est relativement exact au niveau psychologique. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai quelque chose en moi, ok, que je ne veuille pas voir. La manière la plus facile pour moi c'est pas se désengorger, c'est pas le bon mot, enfin de faire sortir ça de moi, si tu veux, c'est une illusion, évidemment, je ne retombe plus sur le terme, il y a un terme exact avec ça, se désenvahir de ça, eh bien, on s'entend, c'est de faire porter le chapeau à quelqu'un. Donc, bien sûr, que si tu veux, le nec plus ultra pour ce type de personne, c'est de se désenvahir en te prêtant des intentions que tu n'as pas. Alors que ce sont les siennes, en fait. Donc, c'est simple, Nancy, tu sais mon truc. Moi, je dis toujours, quand une personne me dit ça, je lui dis, c'est de moi que tu parles ou c'est de toi? C'est tout simple. Hein. Parce que moi, je me sens pas concerné du tout. C'est tout simple. La personne ne peut pas aller, ne peut pas aller au-delà de ça, parce que réellement, si tu n'as pas les intentions qu'elle te prête, et si tu n'as pas le comportement qu'elle te prête, il n'y a pas à tergiverser, tu ne l'as pas. Donc, c'est qu'elle parle d'elle. Voilà. Donc, inverse à tendance. Quelque part, le meilleur moment, c'est quand le manipulateur s'en va. C'est la plus grande délivrance et liberté que l'on peut ressentir. C'est le plus beau cadeau de notre vie, etc. Ouais, en effet. En effet. Alors, le manipulateur intellectuel, bah, c'est quelqu'un qui est très critique, qui est très sceptique. Il va adorer les chiffres, il va adorer les stats, il va aimer se tenir au courant de tout ce qui se passe. Il se fiche pas mal, ça c'est intéressant, il se fiche pas mal de ce que vous pensez. C'est clair. S'il vous séduit, ce sera par sa brillance intellectuelle, par sa capacité de jongler avec les chiffres ou de jongler avec les statistiques. Attention, j'attire votre attention. Il y a dans le cerveau ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui font que lorsqu'on nous parle de stats ou quand on en parle de chiffres, ça a l'air très sérieux. Regardez, on nous vend par exemple des tas de choses, hein. On nous vend des choses anodines comme des brosses à dents, voyez-vous. Une étude a démontré que cette brosse à dents enlevait 97% de la plaque, je sais plus, la plaque bactérienne, etc., que vous pouvez retrouver sur les dents. Et là, on se dit, waouh, ça a l'air vachement sérieux quand même. Tu vois, c'est bien. En plus, c'est quelqu'un qui est habillé comme un médecin. C'est un scientifique qui dit ça. Waouh, ça a l'air très sérieux. Alors, c'est le bug cognitif en fait. On sert de ça par exemple pour la pub. C'est pas un hasard. Ça marche vraiment. Les personnes se disent, mais enfin, elle en connaît des chiffres. Elle en connaît des choses. Oh mon Dieu, elle est tellement intelligente. Moi, c'est que je suis conne à côté, quoi. Donc fatalement, on capitule déjà parce qu'on se dit que la personne, elle en sait plus que nous. Voilà. Donc, c'est très séduisant parce que l'intelligence, ça peut séduire, hein, il faut reconnaître. Il n'y a pas que le corps qui peut séduire. L'intelligence, ça peut séduire aussi. Mais attention, celui qui manipule beaucoup les chiffres, les stats, etc., et qui ne vous pose jamais de questions, c'est très très intéressant parce que en réalité, elle vous expose quelque chose. Voilà, son avis comme étant quelque chose qu'on ne remet pas en cause, tout simplement, parce que c'est chiffré, parce qu'il y a des stats, parce qu'il y a des études, alors fatalement. Voilà. Par exemple, en politique, ils se battent là-dessus, hein, vous savez, pour avoir raison. Ils viennent tous avec leurs chiffres, ça m'a toujours fait mourir de rire, ça. J'ai les chiffres. Et l'autre dit, mais je n'ai pas les mêmes chiffres. C'est super intéressant. Donc, les chiffres, on leur fait dire n'importe quoi, les statistiques aussi. Mais voyez que en politique, voilà, ils excellent. Hein. Alors, je ne mets pas tous les politiciens dans le même sac, mais enfin, c'est quand même un milieu où on ne se bat pas pour découvrir la vérité, on se bat souvent pour avoir raison. C'est comme ça. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Kant. Hein. Voilà. Donc, en général, c'est un dictateur dans l'âme et il manipule les autres pour cacher les incohérences de son argumentation et de son comportement. Et oui, voilà. Alors, d'ailleurs, il y a une chose qui peut être très intéressante. Un manipulateur intellectuel, il peut parler très vite, par exemple. J'avais un gars que je connaissais comme ça, c'était
un avocat brillant, hein, brillant le gars. Il parle toujours très vite. Alors ça, c'est une très bonne technique. Quand vous maîtrisez pas tout, vous voyez, eh ben, c'est super parce qu'en parlant vite, on ne sait pas vous poser de questions. Donc, donc voilà. Et on a l'impression, parce qu'en plus, là aussi, excusez-moi, il y a un bug cognitif qui montre, selon des études, désolé, je vais jouer mon intellectuel là, il y a des études qui montrent très bien que lorsqu'une personne parle vite dans une société et fait semblant d'être overbookée, on a l'impression qu'elle a plus de charisme et de leadership. Donc, une personne peut vous donner des chiffres erronés, peut vous donner une statistique erronée, parler très vite, et vous lui prêtez du pouvoir. Fatalement, c'est de pas béni pour ce type de personnage. Hein. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, pour les contrer, c'est de leur demander de vous expliquer ça comme un enfant de 4 ans. Moi, c'est ma technique. Vous voyez, voilà, explique-moi ça, mais comme un enfant de 4 ans, parce que moi, pas assez intelligent pour comprendre. Moi, j'aimerais bien que tu me montres un peu avec des mots simples. Et prends le temps de m'expliquer. Et là, vous allez voir que bien souvent, il se démonte. Voilà. Et on se rend compte que là, il ne manipule pas tant que ça sa matière, etc. Vous avez le manipulateur qui est plutôt un chef. Alors lui, c'est plutôt l'excès de zèle, si vous voulez. Il est légitime sur tous les sujets abordés. Donc ça me donne... on a eu un exemple, hein, c'est Trump. Trump qui m'a fait mourir de rire, parce que Trump, ce qui était... alors je continue à voir vos réflexions. Trump, il était excellent. Je suis le meilleur en chimie, je suis le meilleur en vaccination, je suis le meilleur dans tout. Le gars, il y a des recoupements qui ont été faits et il dit je suis le meilleur en tout. Et bon, voilà, c'est le boss, c'est le chef, il est meilleur en tout. Alors là, c'est l'omnipotence par excellence, c'est Dieu. Vous voyez, et lui, il fonctionne... Ben voilà, dans sa croyance, il est dans une théorie, hein, comme on dit en théorie, tout va toujours bien, donc lui, il est bon dans tout. Et donc, faut bien savoir que globalement, il veut tout maîtriser. Chaque aspect de son environnement, contrôler les autres. Bien souvent, il voudra tout gérer lui-même. Hein. Beaucoup de mal à déléguer, et s'il délègue, attendez-vous à ce qu'il soit extrêmement dur avec vous. Alors, le truc, évidemment, c'est qu'il manipule. Pourquoi ? Mais c'est grâce à son charisme qu'il manipule. Parce que quand vous avez un chef en face de vous, en tout cas un pseudo-chef, on se dit « Waouh, la personne, elle a du charisme, elle sait, les gens l'écoutent, il a l'air de savoir où il va. Donc s'il a l'air de savoir où il va, ben, je peux la suivre puisqu'elle a l'air de savoir où elle va. » Voyez, et comme il y a beaucoup de gens qui sont paumés dans leur vie, eh bien tout simplement, la première personne qui paraît un peu crédible et qui a l'impression, en fait, parce que c'est ça, hein, l'impression, c'est moi je sais tout et tous les autres c'est des incompétents, moi j'ai trouvé la vérité, donc voilà. Fatalement, on a vraiment l'impression que c'est le nouveau Messie, donc on aura une tendance à le suivre. Voilà. Tout doit dépendre de lui, il planifie tout, il vérifie le moins de détails, il fait en sorte de se rendre indispensable en toutes circonstances, il devient le centre de l'univers, il se cache derrière les codes de la morale ou du protocole pour justifier ses actes. Oui, ça c'est, voilà, à la rationalisation, j'adore moi ce truc, la rationalisation, j'ai encore vu là un truc il n'y a pas longtemps. Vous savez, la rationalisation elle est extraordinaire, c'est, je te donne des coups, mais c'est pour ton bien. Vous voyez, je te donne des coups, mais c'est pour ton bien. On vous impose ça, mais c'est pour votre bien. Alors, j'en profite, Isabelle, tu dis, mais on est en plein dedans, en cette période Covid. Bah, je te dirais quand même que, ouais, ouais. Par exemple, on vous impose ça, mais c'est pour votre bien, c'est intéressant quand même. Hein. Voilà, je ne rentrerai pas dans le débat, mais il y a quand même des chouettes techniques hein, pour l'instant. Voilà. Globalement... faut bien vous dire que le boss, il a une tendance quand même à être faiblard, hein, dans le fond. Hein, c'est juste une image, voilà, c'est juste une image qui se donne. Bon, je vais passer un peu tout ça. Et alors, vous avez le troisième que j'ai choisi, qui est le manipulateur altruiste. Alors là, alors je vois là Nathalie qui me dit, il n'y a que les électeurs de Trump qui ont été capables de faire waouh. Les autres et le reste du monde, il n'y a personne qui a fait waouh. Oui, 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 en effet.
Euh, alors, le manipulateur altruiste. Je sais, hein, ce qu'on va expliquer ici, c'est peut-être pas politiquement correct, mais enfin, vous l'aurez compris, la chaîne, elle n'est pas faite non plus pour être politiquement correcte, autrement, on ne fait pas de la psycho, hein, en règle générale, la psycho n'a rien à voir avec le politiquement correct. Alors, l'altruisme est un égoïsme très intelligent. Ah ouais, ben ouais, ouais. Alors, elle vous inonde de sollicitations, il ou elle est soi-disant sympathique. Elle s'est donnée pour mieux vous reprendre, avec lui, tout est dû. En fait, je vais essayer de vous, vous redire ça sous une forme très connue. Voyez la mafia. Tu es mon ami. Tu peux prendre ma maison, c'est ta maison. Mange. Mange, il n'y a pas de problème. Tu manges chez moi. Tu es mon invité, il n'y a aucun souci. Mais, si tu rentres là-dedans, attention, tu es redevable. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est le manipulateur altruiste, c'est pas un hasard s'il donne. Il donne parce qu'il sait qu'il va récupérer quelque chose. Ça peut être une personne qui est très très versatile, vraiment très versatile, et qu'on a du mal à repérer tout simplement parce qu'au départ, elle se cache derrière le masque de la vertu. Alors moi j'en parle d'autant plus avec beaucoup d'amusement, parce que vous savez, ça fait quand même quelques années que je suis dans le secteur du bien-être, et que dans le secteur du bien-être, on a l'impression qu'il n'y a que des gens qui sont zen, qu'on ne parle pas d'argent, qu'on est dans le développement personnel, et que tout le monde il est bien. Mais c'est pas vrai du tout. La réalité, c'est que beaucoup de personnes qui travaillent, pas toutes évidemment, mais beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu dit altruiste, en réalité, peuvent être des véritables vautours. C'est un monde qui est plus dur qu'il n'y paraît. Pourtant, vu de loin, on se dit, oh, c'est le monde du zen. Le monde du zen. Ben, le monde du zen n'est pas si zen que ça. Et là, c'est c'est frappant. C'est frappant. Avec le manipulateur altruiste, quand vous refusez de jouer la victime, ben, ça explose. Ouais, exactement. Donc, d'ailleurs, je vais te dire, pour l'altruiste, une bonne chose. Il faut toujours viser, moi je dis toujours viser le reptilien. C'est-à-dire... je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec quelqu'un qui est comme ça, et qui était d'ailleurs directeur d'un centre de formation. Et je lui dis, écoute, j'aimerais bien, si tu veux, te louer ta salle de conférence. Et le gars me dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, pour toi, il n'y a aucun souci. Je dis, combien tu me demandes? Oh non, non, c'est pas une question d'argent, tu sais, franchement, t'es une belle âme. Alors moi déjà, quand vous me dites que je suis une belle âme, j'ai déjà des frissons partout, je commence à frétiller et j'ai mes détecteurs qui se mettent en route. Donc je dis, ah bon, je suis une belle âme. Non, mais moi, je voudrais quand même savoir combien tu me demandes. Non, 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 pas d'inquiétude, etc. Je lui dis, écoute, je veux vraiment que tu me fasses un devis. Quand j'ai vu le devis, j'ai cru que j'allais... j'ai tombé à la renverse. Le gars me louait sa salle, qui était franchement une salle pas terrible. Pourquoi 2,5 fois le prix d'une salle high-tech, hein? Voilà, ça c'est le style. Vous voyez, c'est le style. Alors, on parle pas d'argent, mais quand on en parle, croyez-moi, c'est du hardcore, quoi. Alors, je souris en t'écoutant, le genre humain dans toute sa splendeur, et j'aime mon côté sélectif et légèrement antisocial du coup. Alors, vous, lui, serez toujours redevable. En général, si vous avez accepté un service, vous lui êtes redevable. Voilà. Tu me dois bien ça. Je t'ai quand même sauvé la mise. Je t'ai quand même donné ceci quand tu n'étais pas bien, etc., etc. Bon. Et donc, vous savez qu'on ne fait pas quelque chose, le véritable altruiste, il fait les choses parce que il pense que c'est juste. Il ne fait pas quelque chose parce que il sait qu'il va récupérer ça. Hein. Il s'entoure d'un nombre incalculable de personnes, mais déplore la mauvaise qualité de ses relations. Vous l'entendez gémir, se plaindre, larmoyer. Les gens ne le comprennent pas, ils ne sont pas à la hauteur de sa grandeur d'âme, bien évidemment. Ben oui, bien évidemment. Lui, il entube personne et tout le monde essaie de l'entuber. Hein. Voilà, donc, attention, parfois l'altruisme, encore une fois, peut être d'un égoïsme, mais terrible. Le problème, c'est que, fatalement, c'est très difficile quand on vous offre des fleurs, de prendre les fleurs et de les jeter. C'est compliqué. On a une tendance à accepter. D'ailleurs, c'est une technique marketing bien connue. Hein. On vous offre un cadeau. Ah, merci. Bon, maintenant, vous êtes prête à signer notre pétition? Bah, pourquoi pas? Oui, merci, vous m'avez offert un cadeau.
Bon, maintenant vous êtes prêts à mettre un peu d'argent dans notre association. Vous voyez, le truc, c'est le fameux Yes 7. On dit oui, on dit oui, on dit oui. Bah, finalement, on en arrive à vous soutirer de l'argent. Bah, c'est le même style de technique. Voilà. Magdalena qui me dit « Vive les reproches ». Voilà. Donc, j'ai connu ça avec une communauté, je t'aime, donc ça c'est Elise, je t'aime mon frère, mais dans le dos c'est une cata. Eh oui, merci d'avoir mis les mots sur ce que je... Enfin, tu t'en doutais, voilà, voilà, tu doutais encore, ok. Voilà. Donc il cherche perpétuellement à démontrer ce qu'il fait pour les autres. Alors ça, d'emblée, hein, il va chercher ça. Si on lui a rendu service, il fera mine de ne pas s'en rendre compte ou de l'avoir oublié. Il pratique le chantage affectif quotidiennement. Et il croit qu'en manipulant les autres, il sera apprécié à sa juste valeur. Il flatte pour être flatté en retour, puis casse du sucre sur le dos de ses camarades. C'est un traître dans l'âme. Bon, voilà, peut-être un peu fort, mais voilà. Je vous dirais quand même, une des armes par rapport à ça, c'est de ne pas accepter, tout simplement. Voilà. À un moment donné, on pose des questions sur les intentions de quelqu'un et on évite d'accepter les cadeaux empoisonnés. Il est temps que ça s'arrête. Hein, je commence à mélanger de plus en plus mes mots. Épargnez-vous réellement les avances de ce type de personnes. Voilà, parce qu'en général, elles vous approchent tout le temps en vous donnant des cadeaux, en vous rendant des services. Et encore une fois, je sais, parce que le problème, voyez-vous, c'est qu'on est victime de notre bonne éducation. On m'a appris, comme on vous a certainement appris, à dire quand quelqu'un vous offre quelque chose, merci, c'est super gentil, merci d'avoir pensé à moi, merci de m'avoir offert ça. Vous voyez, on est victime de notre bonne éducation. Donc une fois qu'elles vous ont filé quelque chose entre les mains, c'est très compliqué de ne pas rendre l'appareil. Voilà, parce qu'on nous apprend aussi ça. Et ça, ce sont en effet tous des bugs cognitifs qui font que on se laisse avoir. Donc voilà, il vaut mieux le savoir. Et le dernier manipulateur qui est l'esthète. Alors lui, si vous voulez, c'est aussi un intelligent. Hein. Il est intelligent, mais surtout il est très arrogant, il peut être très cassant, mais d'une certaine manière, son truc à lui, c'est de briller non pas par les chiffres. C'est pas par les chiffres, c'est par l'intelligentsia. C'est-à-dire cette capacité de rentrer dans le monde du sublime, de vous parler d'art, par exemple, de vous parler de belles choses, de vous montrer certaines œuvres. Donc c'est le style de personnage qui vous dira, par exemple, tiens, est-ce que tu as lu les œuvres complètes de Nietzsche ? Ah bon, tu ne les as pas lus? Ah, tu n'as pas. Est-ce que tu as été à l'exposition qui a eu lieu en telle année à New York? Ah non, tu ne connais pas. Tu connais pas cet artiste new-yorkais qui... Vous voyez, ce genre de choses. Alors ça en impose, évidemment. Ça en impose parce que quand on ne connaît pas, on se laisse vite berner et puis on se dit que la personne, quand même, elle est raffinée. Donc on a l'impression de ne pas jouer dans la même cour. Il y a quelque chose de très élégant. Il y a quand même quelque chose de très élégant dans ce type de manipulateur. C'est séduisant parce que lui, il se sert de la beauté, d'une certaine manière. Il se sert de la beauté, il se sert des œuvres d'art, il se sert des grands penseurs. Il vous prendra certaines phrases, par exemple de Nietzsche, de Kant, etc. Va les prendre, va vous les servir à sa sauce, évidemment, sorti du contexte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles connaissent l'œuvre de Kant ou de Nietzsche ou peu importe. Donc voilà, très séducteur, très très séduisant, il faut reconnaître. Tout le souci, c'est qu'à un moment donné, si on veut avoir un débat de fond et si on gratte, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Hein, voilà. Mais il sait mieux et plus que tout le monde, hein, globalement. Et d'ailleurs, il dit, les gens sont des idiots, sont des crétins. Il connaît tout sur tous les sujets, mais de manière relativement superficielle. La grande crainte de ce type de personnage, c'est d'être inférieur aux autres. Voilà. Impossible de rivaliser avec ce type de gars ou ce type de femme parce que vous paraîtrez toujours idiote ou idiot par rapport à ce type de personnage parce qu'il manipule tous des codes. Vous voyez, fatalement. Et quand on manipule pas ça, on a vraiment l'impression d'être sur un terrain qu'on ne connaît pas, et donc on se laisse avoir très très facilement. Alors évidemment, si en plus ce type de personne est entouré d'une cour,
c'est encore plus déstabilisant parce que les autres ont l'air de le comprendre et, et vous avez l'impression de débarquer et de n'être rien. Alors moi ça me fait rire parce que je me souviens d'une étude, ça avait été filmé, je trouvais ça assez extraordinaire. Donc c'est une exposition de peinture et on montre voilà, un nouvel artiste extraordinaire et donc on fait venir tous des gens un peu dans ce style, hein, qui disent oh, c'est fabuleux cette peinture, cette manière de superposer les textures et puis ce sens de l'abstraction, on voit vraiment la recherche de l'artiste pour nous expliquer les profondeurs de sa psyché, etc. etc. Et en fait c'était un singe qui avait peint tout ça. Donc, donc ça me fait rire parce que ces personnes devaient analyser les peintures et on se rend compte qu'en réalité c'était, excusez-moi, de la masturbation intellectuelle en fait, et évidemment hein, ils y allaient chacun de leur grain de sel pour expliquer qu'ils comprennent mieux l'œuvre et qu'ils se rapprochent le plus de la pensée de l'artiste alors qu'en réalité c'était un singe. Voilà. Bon, moi ce genre de choses me fait rire, mais ça me fait peut-être pas rire tout le monde, mais moi ça me fait rire. Parce que ça montre bien que derrière il n'y a pas grand chose en soi. Voilà. Donc technique de manipulation, attention, très très efficace, très très efficace. Alors, meilleure arme, c'est de le laisser monologuer plutôt seul. À un moment donné, il va s'essouffler. Et alors, restez insensible, plutôt de marbre. Hein. Si vous êtes en pamoison devant ce type de personnage, ça y est, il a compris que vous étiez complètement sous son charme. Et donc là, il vous récupère et il vous cueille comme on cueille une fleur. Voilà. Donc ça, c'est pour ce personnage, les amis, c'est ce qui clôture notre cours de ce soir. Voilà, écoutez, il était long ce live. Hein. Waouh. Bon, ne partez pas directement, on se dit un petit au revoir. Mercredi, donc, il y a un cours sur comment savoir que vous êtes dans une relation toxique. Voilà, dans une relation toxique. Et donc, c'est important de le suivre parce qu'il fait partie, en fait, de ce cours. Et on va parler du pervers narcissique. En fin de semaine, je pense que je ferai ça peut-être vendredi ou dimanche. Il y aura un live aussi qui va vous parler de la formation qui aura lieu en psychoanalyse. Alors, si vous connaissez des personnes et si vous-même vous êtes intéressé par ce type d'analyse, si vous voulez en savoir plus et que vous voulez investir dans une formation, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, ce sera le moment. Mais je mets ça à l'extérieur, comme ça on ne confond pas et le cours et le programme. Donc là, je vous expliquerai à ce moment-là exactement ce que je vais développer, mais bon, ça aura lieu très certainement vendredi. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, merci d'avoir réagi, de me faire raisonner sur certaines choses. Super intéressant, je suppose qu'on peut voir ça en replay. Oui, si. Ah oui, vous pouvez aller aussi sur YouTube. Hein. En fait, sur la chaîne YouTube, donc abonnez-vous si vous voulez à la chaîne Facing EuropaCorp et tout est dessus, plus d'autres vidéos. Hein, qui sont développés aussi sur des thématiques psychologiques ou philosophiques. Ça va merci Isa, c'est gentil. Écoutez, bon retour à vous, amusez-vous bien, merci pour les cours intéressants. Salut Fanny. Voilà, les amis, je suis content d'avoir partagé ce moment. Et voilà. Encore une fois, vous pouvez aller vraiment, réellement sur YouTube, vous voyez, parce que sur YouTube, j'ai développé quand même pas mal de vidéos, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées. C'est vraiment des cours gratuits, donc voilà, augmentez vos connaissances en psychologie. Je sais que certaines personnes n'ont pas envie de faire de la formation parce qu'elles n'ont pas envie, mais néanmoins elles cherchent quand même à augmenter leur savoir. Sur YouTube, vous pouvez trouver quand même pas mal de choses qui ont été développées dans ce sens. Et puis,
pour toutes celles qui veulent peut-être travailler dans le secteur de la psycho, eh bien, je présenterai une formation fin de la semaine, voilà, qui parlera du programme. Voilà, mais enfin, je vous tiens au courant. Allez, je vous embrasse, bisous à tout le monde, rentrez bien. Avant, on disait ça rentre bien, maintenant, on ne dit plus. Je vous laisse. Salut!